Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Avant l'été, j'ai interviewé Simon du compte Instagram 4 roues et un toit. Avant notre entrevue, nous avons conversé plusieurs fois sur ce réseau et il m'a confessé que c'était notamment en partie grâce au podcast que lui et sa petite famille ont eu un déclic pour vivre une vie nomade en camping-car. Alors autant vous dire qu'on n'est pas peu fiers de savoir que nos interviews vous inspirent et vous aident à concrétiser vos projets. Avec Simon, dans cet épisode, il nous explique que tout ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Nous abordons alors dans cet épisode les différentes étapes par lesquelles ils sont passés avant de trouver leur rythme idéal. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Simon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience dans le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Émilie, c'est pareil. Je suis ravie d'avoir un homme au micro, c'est assez rare. Alors merci encore. Mais de rien. Alors, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter et présenter ta famille ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis Simon, un papa de 2 magnifiques enfants, Agathe et Achille, donc 6 ans et 4 ans. Je suis en couple avec Adeline. Et du coup, on a une vie nomade depuis maintenant 1 an. On n'était pas spécialisé, on va dire, dans le voyage. Et puis, on a commencé à voyager en 2020 avec le Covid, où on a acheté un camping-car pour faire comme tout le monde un petit peu, bouger 5 semaines par an. Et on a pris goût au voyage et du coup on a initié cette vie nomade. Et du coup je vais me faire un plaisir de te raconter tout ça. Cool, ouais, j'ai hâte de savoir parce que le gap a l'air d'être assez énorme quand même entre vous étiez pas spécialement voyageur et là bim d'un coup vous passiez nomade. C'est un peu. Alors il y a eu du chemin forcément, mais ouais. Oui c'est une histoire et c'est entre autres grâce à Parents Voyageurs qu'on a sauté le pas. Donc ça c'est aussi le retour de bâton que je peux t'apporter aujourd'hui. Donc c'est vraiment une chouette expérience. Oh, merci, ça nous fait super plaisir. C'est ce qui, d'ailleurs, c'était nos échanges sur Instagram où quand tu m'avais dit ça, j'avoue, j'étais assez fière et contente de savoir que nos contenus étaient utiles pour certains parce que c'est vraiment l'objectif d'inspirer les autres parents. Donc, ça fait toujours plaisir. Alors, merci beaucoup. Alors déjà, pour commencer au début, comment vous avez découvert ce mode de vie de nomadisme, de vie en camping-car? Enfin, bon, au-delà du podcast, j'imagine que c'était quand même quelque chose qui vous Alors intéressait. oui, tout à fait. En fait, l'idée elle est venue de moi. Donc ça, c'est ce qui est assez étrange. Généralement, c'est les femmes qui ont envie d'évasion, de voyage, et plutôt les hommes qui ont envie de rester, on va dire, sédentaires. Là, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la crise sanitaire, on a pris le camping-car. À la base, on devait aller un petit peu hors de l'Europe. Je tiens à préciser déjà que moi, j'ai toujours voyagé, mais en France, avec mes parents pendant les vacances scolaires. Adeline, elle, un petit peu moins. Elle avait de la famille en Suisse qu'elle allait voir de temps à autre. Mais on n'est pas des grands voyageurs de l'extrême en sac à dos et ainsi de suite. Je suis allé 2 jours en Italie, c'est vraiment tout ce que j'avais fait. Et du coup, on avait envie de découvrir un petit peu l'Europe. Et la crise sanitaire a fait en 2020 que personne n'a pu sortir du territoire. Mais on s'est pas laissé abattu en fait. On a profité du camping-car. On s'est dit, on va faire un tour de France pendant 2 mois, 3 mois. Donc c'est ce qu'on a fait. On est parti en juin 2020. On a fait tout le tour de la France. Et en août 2020, on était en Bretagne. Il y avait forte canicule. Et du coup, il y a une nuit où je ne dormais pas. Et on avait comme projet, Adeline et moi, notre projet de vie, c'était de faire un tour du monde en camping-car pendant 1 an. On s'était dit, on va prendre une année sabbatique, entre guillemets, et on va faire ce tour du monde. Il faut avouer que déjà en 2 mois de vie en camping-car, 2 mois et demi, on avait déjà eu du mal à boucler le Tour de France. Parce que forcément, le camping-car se conduit pas forcément comme une voiture. Et puis, il y a tellement de chouettes coins qu'on a envie de s'arrêter à peu près à
tous les 50 kilomètres. Donc on se dit bah finalement un an ça va être un petit peu short pour faire ce tour du monde. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à chercher. Je me suis dit, mais il y a forcément des solutions. Les gens, comment ils font du tour du monde en un an? Alors, c'est des itinéraires très carrés, très, très mesurés. Et nous, on n'était pas du tout dans cet état d'esprit de vraiment planifier les choses, de budgétiser les choses. Et bah, de fil en aiguille, en fait, on a découvert bah, des parents voyageurs, du coup, grâce au podcast. Et puis là, c'est poser tout un tas de questions de bah, justement comment faisaient les gens bah, pour éduquer leurs enfants, pour les instruire, pour les. Donc, on a découvert justement cette vie bah, déjà dans le premier d'une expatriation. On voulait s'expatrier pendant un an en Angleterre. On s'est dit, on veut faire un tour du monde, il faut qu'on sache bien parler anglais, qu'on soit bilingue. Et du coup, on s'est dit, on va aller en Angleterre. Euh, pas de chance, c'est pile poil au moment du Brexit. Donc bah voilà, on a dit bon bah l'Angleterre c'est pas la peine et on s'est rabattu sur l'Irlande et on s'est dit on va vivre une expérience pendant x temps en Irlande, on va aller là-bas et on va vivre là-bas. Et donc c'est ce qu'on a fait. L'année suivante, au mois de juin, on est parti pendant 6 mois en Irlande et c'est à partir de là que ce processus s'est fait de se dire en fait il y a plus de délai en vrai. Il y a toutes les possibilités, puisque bon, on a la chance aussi d'être freelance tous les deux. Adeline était maman au foyer à l'époque. Maintenant, elle est rédactrice web. Elle a choisi un métier en fonction de notre mode de vie. Et moi, je suis développeur web indépendant aussi. Donc, du coup, forcément, ça facilite la zone géographique en fait qui permet cette vie. Mais ce processus, en fait, il est venu un petit peu naturellement. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que bah, on pouvait passer très facilement d'une vie sédentaire à une vie nomade. Et ça change pas grand-chose en soi. C'est comme ça, tout ce processus, en fait, il s'est fait de cette façon. D'accord, oui, du coup, ça a été quand même un long chemin et quand même, c'est peut-être aussi grâce à ce tour de France aussi qui a peut-être été le déclencheur, la découverte de ce mode de vie, voir que ça Oui, vous plaisait. oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ce Tour de France qui a permis Mm. d'ouvrir le champ des possibles et de se renseigner. En fait, on s'est énormément renseigné. On a découvert des comptes de parents voyageurs qui faisaient ça depuis des années, des mois, des échecs aussi de parents voyageurs, hein, parce que c'est pas, je vais pas appeler ça des échecs, on va appeler ça des expériences. Mais voilà, des parents qui ont tenté, qui sont revenus à une vie sédentaire puisque ça ne leur allait pas à un moment, des parents qui sont partis pendant un an, des parents qui sont partis pendant 3 ans et des parents qui sont à nomades depuis X années et ça leur va très bien. Et nous, c'est plutôt vers ce à quoi on tend. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui font évoluer le projet dans le temps et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'impression que les personnes se retrouvent dans le voyage, enfin, ou se trouvent plutôt dans le Se voyage, découvrent, ouais, tout se à fait. découvrent et qu'en fait, ils adaptent le voyage. Ils ont une idée de départ et en fait, ils adaptent totalement le voyage euh, en fonction de comment ils le vivent à l'instant T. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'il y a énormément de manières de voyager différentes. Enfin, moi, chaque parent que j'interviewe, à chaque fois, c'est des projets complètement différents. C'est une approche différente, alors qu'on pourrait dire, ah ouais, c'est une famille nomade de plus, c'est une famille voyageuse Complètement. de plus. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes voyages, c'est pas du tout le même état d'esprit, c'est pas la même manière de voyager. Il y en a qui rentrent, qui vont devenir sédentaires, qui y en a, c'est juste une parenthèse, d'autres qui se redécouvrent. Enfin, c'est hyper riche et je pense qu'effectivement, c'est ça qui permet aussi de se dire que, bah oui, tu as le champ des possibles, tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, il y a rien qui est acté et rien qui est gravé dans le marbre finalement. Et c'est hyper Exactement. Alors, riche. il y a des, il y a des, il y a des gens qui quittent tout pour s'offrir cette vie. Nous, Mm. on a fait le choix de garder notre maison en France. C'est une maison de cœur. On a acheté la maison quand on avait 25 ans. On s'est dit, on veut vraiment garder, voilà, si jamais ça se passe pas bien, on veut quand même pouvoir, en fait, conserver ce bien et pouvoir revenir et dire, bah, on a vécu cette expérience, maintenant, on reprend une vie de sédentaire. Euh, et du coup, en fait, on s'est même aperçu, à l'inverse, que c'était ultra bénéfique de garder cette maison. Euh, bon, pour l'instant, c'est notre idéologie, mais on a décidé de mettre notre maison en location sur Airbnb, ce qui finance nos voyages. En vrai, des fois, on gagne même plus par mois que d'habiter chez nous.
parce qu'en fait, les revenus que cette maison nous génère sont supérieurs à la mensualité de crédit. Et puis, on dépense un loyer qui est minime en Airbnb, parce que l'avantage, c'est qu'on peut partir forcément hors période scolaire, donc en juillet, en août, et on peut louer des maisons en Airbnb. Alors, je parle un peu de maisons justement Airbnb. Notre mode de vie en ce moment, c'est pas forcément que du camping-car. Ça, c'était en Irlande où on a fait beaucoup de camping-car. Là, on revient d'un voyage du Portugal où on a vécu pendant 4 mois en maison Airbnb et à des prix de loyer qui sont forcément un peu en dessous du niveau de vie de la France, ou même le niveau de vie général est en dessous de la France. Et du coup, en fait, c'est là où la notion de coût, elle est ultra importante et on s'est aperçu que ça coûte pas plus cher de voyager, en fait, d'avoir une vie nomade. C'est vraiment, ça ne coûte pas plus cher que d'avoir une vie sédentaire. Mm. Donc, il y avait rien, il y avait vraiment rien qui nous retenait à sauter dans cette vie, de pouvoir bouger comme on le voulait et de vivre des moments un petit peu vraiment comme ça de voyage à 100%. Et dans cette maison qu'on a en Airbnb, ça nous permet aussi de revenir pendant 4, 6 mois de l'année. Donc on fait pays par pays et on revient de temps à autre. Là actuellement, par exemple, je suis dans ma maison jusqu'en janvier, et puis après on repartira pour d'autres voyages. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport au budget parce que effectivement cette maison, ça, au-delà de votre travail de freelance, en fait, ça vous assure quand même un filet de sécurité et financier et aussi un pied-à-terre pour pouvoir rentrer quand vous voulez, quoi. Donc c'est hyper Clairement. intéressant. Vous êtes basé où en France? Alors on est entre Paris et Lille, on est à côté de Amiens, dans la D'accord. Somme. Mmh. Donc, Très c'est pas belle une région. localisation en plus qui est ultra touristique. Nous, quand on a décidé de mettre notre maison sur Airbnb, on s'est dit bon, bah, si elle est louée juillet, août, c'est déjà très bien. Mmh. Et il s'est avéré qu'on est parti 6 mois en Irlande. Je crois qu'elle ne s'est pas louée pendant une semaine à tout casser. Cumuler les jours où elle n'était pas disponible. Et tout le temps, il y avait quelqu'un à la maison. Donc finalement, la maison vivait. Donc nous, c'était vraiment aussi notre souhait. Quand on a fait notre tour de France en camping-car, pendant 3 mois, la maison est restée fermée. Et quand on est rentré dans la maison, bah forcément, pas forcément aérée. Voilà, la maison vieillit beaucoup plus Ouais. vite. En vrai, quand elle n'est pas habitée. Alors, il y a les aléas des locataires qui sont plus ou moins importants, mais dans l'ensemble, les gens sont quand même très respectueux, ça se passe toujours très bien, et je préfère voir ma maison vivante que une maison complètement fermée, où on n'y vit que 4 mois dans l'année. Mmh. Ouais, c'est sûr que ça se détériore beaucoup moins vite quand il y a des gens, même si effectivement ça peut s'abîmer peut-être un peu plus, mais au final elle Oui, vit quoi. Donc c'est ça. c'est top. Et puis on est dans cet esprit de partage, donc du coup c'est bien, voilà, on partage les choses avec les gens, Mmh. on fait découvrir notre région, en même temps on est rémunéré pour, il n'y a rien qui nous arrête en vrai, hein. Maintenant, C'est top. c'est un bon compromis. Et au niveau de la logistique, du coup, comment vous faites pour gérer entre deux locataires? Vous avez pris une femme de ménage qui gère l'intendance entre les locataires? Oui, tout à fait. On a une société de ménage qui gère tout ce qui va être ménage, lavage des draps et puis repassage. Et puis j'ai la chance d'avoir un papa qui s'occupe du jardin, donc ça c'est cool. C'est lui qui taille qui tond la pelouse. Et sinon c'est uniquement moi et Adeline à distance qui gérons les locataires en communication. Donc on a pensé la maison dite connectée, mais voilà, avec une boîte à clés. On a une serrure intelligente qui envoie des codes. Le portail est avec un code aussi générique. Les personnes sont vraiment autonomes. Il y a un guide de la maison qui a été créé. Voilà, ils peuvent se débrouiller. Donc comme on est freelance, on a laissé tout notre matériel, on va dire, informatique chez nous. Donc nos écrans, nos claviers. Donc on a vraiment un bureau prêt à travailler, ce qui permet aussi pour les gens en long séjour. On a eu des personnes pendant 2 mois dans la maison, donc là c'est vraiment Ah, c'est idéal parce cool. que l'argent rentre et il n'y a pas de dépenses derrière. Et ils sont ravis parce que ils peuvent travailler avec un double écran à la maison, un clavier. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a une super connexion internet. Et pourtant, on est dans un village avec 150 habitants Ouais. où pour aller faire ses courses, il faut au moins faire 10 minutes de route. Mais ça ne dérange absolument personne. J'ai l'impression que les gens maintenant se deviennent de plus en plus vie à la campagne simple plutôt que vie en appartement en ville, grâce, faut quand même le dire, grâce un peu à cette crise sanitaire. Mm. Au moins elle apporte quelques éléments positifs.
Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement. On a aussi cette impression-là ici où les gens sont vraiment cherchent la verdure, cherchent à s'éloigner des villes, comme si on avait tous besoin de respirer. Alors pourquoi vous avez fait le choix du camping-car et comment après vous êtes venu à louer des maisons en Airbnb? Comment ça s'est goupillé tout ça? Alors ça, c'est une superbe question. À vrai dire, le camping-car, ça a été un peu, je veux dire, c'est pas du tout notre choix en fait. Quand on s'imagine camping-car, on imagine plutôt des personnes âgées qui profitent de la retraite tranquillement. Et en fait, nous, quand on a eu notre fille Agathe, on avait un problème majeur, c'est qu'elle ne s'endormait que dans son lit. Donc adieu les soirées, adieu plein de choses en vrai, adieu les vacances. Donc c'est voilà problème de premiers parents en fait. Hein, on s'est peut-être nous-mêmes focalisé là-dessus. Et du coup on s'est dit ben il y a un problème, c'est que nous on s'imagine pas passer 15 jours au même endroit en vacances. C'était inconcevable. On aime bien bouger, on a un peu la bougeotte et passer 15 jours en vacances au même endroit, c'était pas vraiment fait pour nous. Et j'ai eu voilà, une idée de génie entre guillemets, c'était de louer un camping-car pendant 15 jours. Et je me suis dit, bah, comme ça, elle aura tout en vrai, elle aura sa chambre, elle aura son environnement, elle aura ses parents qui sont pas très loin, donc ça c'est parfait. Et du coup, chose qu'on a faite, on a loué un camping-car pendant 15 jours et Adeline et moi, on est vraiment tombés sous le charme du camping-car. Alors que rien ne s'est passé comme prévu pendant cette location, mais on a été conquis. Et du coup, c'est là où on s'est dit, bah, on va essayer d'en trouver un à notre budget. En rentrant, on va essayer de fouiller. On a pris 2 mois pour trouver un camping-car, faire un crédit et puis l'acheter. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on a notre camping-car depuis 2 ans et demi maintenant. Et on roule énormément avec. C'est de là le camping-car. Et pour les maisons Airbnb, donc à la base, tu as bien compris que c'était uniquement pour voyager sur du court séjour, puisqu'on avait uniquement Agathe, et du coup on voyageait pendant 15 jours, 3 semaines, 2 mois. Mais il y a un moment où on a besoin d'un peu plus de confort, un peu plus d'espace, et de pouvoir travailler un peu plus sereinement. Et comme tu sais, on a fait l'Irlande, donc l'Irlande en camping-car, donc c'est un très chouette pays, mais on a aussi ces préjugés de se dire qu'il pleut souvent. Alors je vais pas confirmer parce que c'est pas forcément vrai. On a eu vraiment 6 mois superbes, mais effectivement, il pleut souvent. Euh, Pas toute la journée comme on peut le penser, mais il pleut voilà, régulièrement. Et quand on doit travailler avec 2 enfants dans le camping-car, c'est pas forcément idéal. Adeline pouvait pas forcément sortir avec les enfants, moi non plus, en tout cas pas tout le temps. Et du coup, on s'est dit, voilà, il faut qu'on soit posé un moment. Il y a aussi tout l'aspect logistique avec le remplissage, le vidage, l'autonomie électrique qui est aussi un souci puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de soleil en Irlande. Ça se couche plus vite, ça se lève plus tard. Donc on a voulu se poser une première fois pendant un mois. Et un élément aussi qui est important, pourquoi le Airbnb, c'est parce que quand on est en camping-car, un des points qui nous tenait à cœur, c'est de pouvoir inviter notre famille aussi, de pouvoir les faire voyager. Mes parents étaient rarement sortis de France, la maman d'Adeline également, et du coup on leur a dit, on va louer une maison avec une chambre supplémentaire et pendant un mois, donc comme ça on va pouvoir négocier le tarif. Et cette semaine-ci, elle est réservée pour vous, et celle-là pour vous, et celle-là pour vous. Et ça a permis de faire venir en vrai tout le monde passer des vacances avec nous, de pouvoir voir toute notre famille pendant ces 6 mois. Donc voilà, c'était un bon compromis aussi de passer du camping-car au Airbnb. On a toujours besoin de moments en camping-car et on a vraiment besoin de moments en Airbnb. Plus pratique. Hmm. Oui, c'est vrai que la logistique de travailler avec les enfants dans le camping-car, j'imagine que ça doit être vraiment difficile, quoi. Il faut avoir un bon casque insonorisé, mais oui, je confirme, c'est difficile. Il faut savoir s'isoler. C'est sportif. Ouais, c'est sportif. Ça se fait. Il y en a qui le font et je respecte. C'est pas évident tout le temps. Ça doit être plus facile avec des enfants adolescents. Avec des Oui, enfants en je bas pense. âge, c'est plus compliqué. Et encore une fois, ça doit être plus facile au Portugal qu'en Irlande. Clairement, Oui. quand on vit dehors, c'est beaucoup plus facile. Mm, mm, Après, on avait la tout à fait. solution aussi de pouvoir ne pas travailler en camping-car et d'aller dans des espaces de coworking. Le problème des espaces de coworking, c'est que c'est généralement en ville. Et quand on est en camping-car, se garer en ville, c'est pas forcément évident. Donc, du coup, c'était un peu bloquant pour nous. On n'a pas de trottinette électrique, on n'a pas de scooter,
n'a vraiment qu'un vélo et du coup, bon, c'est toujours un peu loin et l'espace de coworking en Irlande, c'était pas non plus le plus développé à part à Dublin. D'accord. Oui, c'est intéressant ce retour-là. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément qu'en camping-car, on est quand même plus loin des villes et du coup, c'est vrai que c'est pas toujours facile de jongler. Et, euh, et ouais, donc du coup, c'est bien parce que vous avez votre famille qui vous suit un petit peu alors tout au long de ce projet de vie. Alors qui nous suit, on va dire qui nous suit maintenant. C'était pas le cas au départ. C'était on les abandonne, forcément, ça fait un petit pincement au cœur, mais oui, c'est logique. Hein. Après, on a choisi de vivre notre vie, mais pas la leur, donc c'est un choix qui est difficile, mais qu'aujourd'hui ils entendent, ils comprennent. Ça a été beaucoup de questions pour eux, forcément, à retirer les enfants de l'école, ne pas les voir pendant 6 mois, alors qu'on habite à 10 kilomètres l'un de l'autre, donc forcément, c'est autant mes parents que la mère d'Adeline. Voilà, ça a été difficile des deux côtés. Mais ils nous ont laissé faire forcément, pas trop le choix. Et puis finalement aujourd'hui, grâce à nous, c'est ce qu'ils nous disent, ça leur permet de voyager. Les liens sont plus forts, j'ai l'impression aussi. On se retrouve pendant une semaine voire 15 jours et c'est vachement plus agréable que d'être euh, à l'année ensemble et de devoir faire des choses parce qu'on n'est pas loin. Mm. Là au moins on les fait vraiment de bon cœur. C'est réciproque, c'est complètement différent. Euh, voilà, c'est une autre vision et je n'y Mm. attendais pas et franchement ça resserre finalement. La distance fait que quand on se revoit, on se resserre. Donc Mm. c'est Ouais, sympa. c'est intéressant ce retour-là que les relations changent. Les relations, elles évoluent toujours, mais qu'elles évoluent et dans ce sens-là, dans le bon sens. C'est intéressant parce que c'est vrai, quand on habite à côté de notre famille, on a tendance à un peu à s'obliger, on se voit, mais souvent en coup de vent, ou alors on fait un dîner, on savoure pas trop l'instant présent en fait. Que la distance permet de se dire, bah là, on se voit qu'une semaine, alors on va profiter à fond. Exactement, mais c'est tout à fait ça. Tu résumes super bien. Ouais. Et du coup, on leur fait découvrir des paysages, on leur fait découvrir des endroits, euh, des randonnées, des balades, de choses que voilà, on a l'impression que c'est l'inverse en vrai quand ils arrivent, ça devient eux les enfants qu'on accompagne et ils ont l'impression qu'ils sont chez nous, alors que non, en fait, on est autant en voyage qu'eux. Forcément, il y a des choses qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, qu'on s'est réservé de faire pour être aussi émerveillés qu'eux. Et du coup, ils comptent énormément sur nous pour leur faire découvrir des choses. Et c'est assez drôle cette utilité de se dire que c'est un peu le rôle où là, on a des enfants à faire à émerveiller. Et, euh, et pour l'instant, ça marche plutôt bien et ça nous fait sourire. Comment ils ont accueilli la nouvelle enfin, quand vous leur avez annoncé que vous alliez devenir une famille nomade? Ça a été quoi leur réaction? Oula, ça a été des deux côtés. Hein, vous faites ce que vous voulez, mais on va plus voir nos enfants, nos petits-enfants grandir. Ça a été difficile, très douloureux. Ce que je peux comprendre, hein, je n'imagine pas avoir des petits-enfants encore, mais euh, 6 mois, en fait, c'est énorme pour eux. En vrai, c'est 6 mois, c'est c'est long. L'enfant évolue, mais à une vitesse, c'est incroyable. Mm. Et pour eux, bah oui, ils ont l'impression de perdre ces moments de vie. Euh, on arrive aujourd'hui, grâce à la technologie, à toujours s'appeler, toujours s'envoyer des photos. Moi, j'ai pas ce recul. Je pense que c'est notre génération aussi, mais bon, on s'envoie beaucoup de WhatsApp, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. On s'appelle très régulièrement. Mais je pense ils savent vivre plus facilement l'instant présent et justement, ils doivent plus ressentir ces manques euh, que nous qui sommes plutôt connectés. Et peut-être qu'une vidéo, nous, va nous satisfaire, va permettre de voir un enfant grandir, va voir des choses. Je vois avec nos amis, nous envoie des photos et ça nous va. Et c'est quand on se revoit, on n'a pas l'impression d'avoir perdu 6 mois en vrai. Mm. Alors que eux, je pense que oui, ils ont vraiment cette impression. Et donc ça a été difficile. Je vais pas dire que ça l'est plus aujourd'hui, je pense que ça l'est toujours, mais en tout cas on en parle moins parce qu'ils se sont faits à cette vie, ils se sont faits à cette vie, à cette idée qu'on bouge, qu'on revienne, qu'on rebouge, et je pense qu'ils voient aussi le côté bénéfique à travers notre vie et à travers les yeux de nos enfants aussi. Quand nos enfants parlent du voyage, ils sont aussi très contents de rentrer à la maison. Donc du coup voilà, c'est aussi je pense que nos enfants sont la preuve vivante que tout se passe bien et que en fait ils vivent leur meilleure vie
Et donc, Mm. je pense que c'est grâce à ça, ça les rassure de se dire que c'est pas un choix égoïste d'avoir retiré ses enfants de l'école, de les faire voyager, de leur faire subir des langues étrangères alors qu'ils comprennent pas ce que les gens disent. Je pense qu'ils voient que, en fait, ils grandissent tout aussi bien que si on était à la maison. Oui, du coup, oui, ils se rendent compte que les enfants sont épanouis. Et est-ce qu'ils savaient ce que c'était d'être nomade digital? Pas du tout. Non, non, c'est pas une culture que nos parents avaient. J'ai même envie de dire, nous non plus. 6 mois auparavant, on savait pas Mm. forcément ce que ça voulait dire. Pour moi, le digital nomade, c'était la personne solitaire en sac à dos qui allait à Bali, qui travaillait pendant un an, qui se faisait des revenus, qui revenait peut-être en France ou pas. Voilà, c'était ça le digital nomade pour moi. Être une famille nomade digitale, c'était beaucoup plus inaccessible. Et quand on lit plein de choses, après on s'aperçoit que tout est Mm. possible. Donc c'est ça la différence. Ouais. Je pense qu'ils se rendaient pas compte, et même aujourd'hui, je pense que des familles nomades digitales, il en existe un tout type. Mm. Hein. Oui, oui, effectivement, oui. Oui, c'est parce que c'est toujours intéressant de voir comment l'entourage réagit par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est vraiment un espèce de nouveau monde qui se développe en parallèle de la vie. Et il y en a de plus en plus quand même des personnes qui suivent des parcours de vie, on va dire, hors cadre. Et du coup, c'est toujours intéressant de savoir comment la famille réagit, parce que bah voilà, le monde change et il faut s'y faire. Oui. C'est quand même. Mais après voilà, c'est le constat qu'on se faisait aussi, c'est que nos parents, ils ont vécu, ils ont fait 42 ans de carrière quasiment dans la même boîte, ou alors ils ont eu un changement professionnel. Euh, il fallait euh, il fallait épargner son argent pour pouvoir s'offrir une belle retraite. Il faut profiter à la retraite parce que voilà, après 42 ans de vie de travail, c'est là où on peut s'éclater si la santé le permet, et que les finances suivent évidemment. Euh, je pense qu'aujourd'hui on est dans un autre monde en vrai. On n'est plus dans cette idéologie de travailler 42 ans, voire plus maintenant, et de se dire ouais, je vais attendre la retraite pour profiter. J'ai envie de me dire, c'est pas à 65 ans aujourd'hui qu'on peut profiter avec tout ce qui se passe. On voit là, pendant 2 ans, on a été privé. Imaginez 2 ans de vie privée à cause du Covid pour des personnes qui ont 65 ans, qui viennent d'arriver en retraite. On a l'impression avec tous les risques que ça comporte d'avoir 65 ans. Je pense que justement, tout ça nous fait prendre conscience que le temps, en fait, c'est la seule chose au monde qui ne s'achète pas, et que chaque seconde passée, en fait, c'est une seconde perdue. Donc, si on veut pas qu'elle soit perdue, il faut qu'on en fasse quelque chose de cette seconde. Donc, autant vivre ses rêves maintenant. Et, et voilà, je pense que ça crée des souvenirs. C'est aussi quelque chose qui est paradoxal, mais le voyage, quand on part pendant 6 mois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long que 6 mois de sédentaire. C'est complètement débile puisque le temps est le temps, mais 6 mois, c'est très long parce qu'il faut s'adapter. On casse complètement les routines et du coup, il faut savoir s'adapter à chaque environnement, chaque situation, chaque lieu qu'on découvre. Et du coup, c'est un élément qui devient justement euh, ultra bizarre de se dire ah, ça fait que un mois qu'on est là, on commence à prendre nos marques, mais on doit déjà partir et de se refaire une routine ailleurs. Et j'ai l'impression que quand j'entends les gens parler autour de nous, c'est oh là, déjà une année de scolaire de passer, ça va super vite. Ils sont pris dans la routine infernale. Et en vrai, nous, comme on n'a plus de temps, on a plus de, tout est beaucoup plus long. Et ça fait vraiment plaisir de redécouvrir justement qu'une journée fait 24 heures et qu'on a vraiment 24 heures pour nous. Alors que ça soit pour travailler, pour instruire nos enfants, pour s'amuser, s'éclater. Mais c'est vraiment, on revit en vrai. On est hors de la rat race, hein, du métro boulot dodo. On est vraiment loin de ça. Et ça fait vraiment plaisir. Tu vis les choses différemment et oui, tu as l'impression de plus profiter et ça vous convient. Après, c'est vrai que cette course, cette sécurité, ça convient à certaines personnes, ça convient pas à d'autres. Mais c'est vrai que tu te dis que la vie, c'est maintenant. On est dans une vie, je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait instable et te dire que tu ne vas profiter qu'à 60 ans, c'est hyper injuste en fait quand tu y penses. Oui, clairement. C'est hyper injuste. Tu dis C'est- mais 60 ans, t'as plus la même vitalité, t'as plus la même force, t'as pas forcément un budget. Enfin, ça paraît complètement Oui, dingue en fait de se dire que ta vie va ressembler à ça. Enfin, moi je me dis, moi mes enfants, j'ai pas non plus envie, tu vois, de les éduquer à ça et de dire, bah vous allez trouver un travail, vous allez rester pendant 40 ans et puis profiterez qu'à 60 ans. C'est
Oui, c'est rude, c'est alors triste qu'aujourd'hui, de, ouais, maintenant, les choses évoluent, les métiers évoluent, les modes de communication évoluent, et c'est vrai que il faut surfer sur ça pour vivre maintenant, complètement, quoi. complètement. C'est aussi les casser un peu de cet esprit que nous on a de justement de société entre guillemets, de se dire nous on a été formaté à l'école, on a été formaté à la vie professionnelle, on a été formaté à la vie sédentaire hein, Mm. quelque part. Hein. Il fallait que en sortant de l'école, il fallait qu'on ait un bon diplôme, un bon boulot pour avoir la belle maison, pour avoir voilà toutes ces choses là. Et je pense que la vie justement c'est différent et c'est ce qu'on aimerait instruire à nos enfants de se dire il y a plein de sociétés différentes, il y a plein de typologies de sociétés différentes, mais choisis celle qui te correspond en vrai. Fais ton choix, c'est à toi de choisir. Donc ça, c'est vraiment notre mantra, c'est-à-dire que euh, il faut se casser de ces préjugés qui sont très français en plus, Mm. de se dire voilà, on nous pose souvent la question de l'école, on nous pose souvent la question de leur bien-être, mais on se pose pas cette question-là quand ils sont à l'école, alors que quand on interroge les enfants, t'aimes bien l'école, c'est généralement non. Donc Mm. pourquoi ce jugement par rapport à l'école quand ils y sont pas et pas à l'inverse? Mm. Donc nous, c'est vraiment ce côté où justement on a envie de mettre l'enfant au même niveau que l'adulte, qu'il puisse faire ses choix et de l'accompagner dans ses choix évidemment parce qu'il est encore petit. Mais c'est vraiment cette démarche en fait. En vrai, c'est essayer de pas les formater par un système qui se découvre par eux-mêmes et qui voilà, cette bienveillance par rapport à leur développement. Mm. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est très juste hein, ce que tu dis. On se préoccupe pas de la santé, enfin, on va dire mentale d'un enfant qui va à l'école et qui se sentirait pas bien. Par contre, on se préoccupe des enfants qui sont déscolarisés ou qui sont en IEM. On devrait prendre la globalité en fait de la santé de l'enfant, quelle que soit sa vie en Bien fait. sûr, bien sûr, et même pire, en fait, j'ai envie de dire que des fois on nous dit ouais c'est un peu égoïste par rapport aux enfants, ils apprennent pas. Alors, bon, déjà ça c'est pas forcément, voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais l'idée c'est de se dire mais vous, enfin si vous les mettez à l'école, vous vous leur demandez pas si tout se passe bien. Nous on se remet constamment en question par rapport à ça. On se dit, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que ça va les aider dans l'avenir? Est-ce qu'ils vont nous le reprocher plus tard? C'est beaucoup de questions qu'on se pose pas quand on suit le chemin classique qu'on nous a instruit. Mm. Et nous, on se remet constamment en question par rapport à ça. Et c'est complètement paradoxal parce que c'est limite nos choix qui sont mal vus, alors que c'est pas forcément la direction de tout le monde. Mais au fond de moi, j'ai quand même le sentiment, même si ça fait douter, hein, forcément, j'ai quand même l'impression de faire un bon choix. Donc, de toute façon, en tant que parent, on fera toujours des erreurs. Donc, il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas Exactement. d'enfant parfait. On fera des erreurs et je pense que voilà, c'est pas une mauvaise direction, c'est un chemin Oui, c'est différent. vrai que c'est intéressant le fait de dire que tu es toujours en réflexion, en remise en question, et je pense que de toute façon, ça peut apporter qu'un très bon exemple pour les enfants, en fait, de se questionner, de choses que finalement on le fait pas quand on est sédentaire, on suit une routine et on se dit pas c'est bien, c'est pas bien, on suit quoi, on suit le chemin. Comme on parle là des enfants, forcément j'avais une question sur la scolarité, savoir comment ça se passait, comment vous organisez un peu vos journées, est-ce que vous êtes quand même, est-ce que les enfants sont quand même scolarisés ou vous êtes en unschooling total? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez de ce côté-là? Ouais. Alors, je vais reprendre le schéma, si je peux me permettre, Vas-y, vas-y. le schéma initial de comment on est arrivé à la déscolarisation, parce que c'était un des principaux problèmes, entre guillemets, quand on a choisi justement de bouger. J'ai parlé tout à l'heure de l'expatriation en Angleterre. À la base, on voulait mettre nos enfants dans le système britannique pour qu'ils soient bilingues. Donc ça, c'était notre idéologie à l'époque. On voulait un an, habiter un an fixe en Angleterre pour les mettre dans une école publique ou privée. Alors, on s'est rapidement aperçu des coûts de la scolarité à l'étranger. Euh, on est chanceux en France d'avoir l'école gratuite qui est quand même de qualité, mais en Angleterre, l'école publique, d'après tout ce qu'on a pu lire, c'est pas forcément les écoles où il faut mettre les enfants. Donc, on était parti sur une école privée
Et en fait, financièrement, on pouvait pas du tout. C'était entre 5 et 11 000 euros par enfant, par an. Donc on s'est dit, non, en vrai, ça va être compliqué. Mais on s'est quand même intéressé au programme. Et du coup, on s'est dit, c'est un peu cruel. On va enlever une enfant de 5 ans pour la mettre dans un environnement qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne comprend pas. Ça va être très compliqué pour elle. Euh, Nous, en tant que parents, on voyait ça. Hein, les enfants s'habituent très vite, on en était conscient, mais on se disait quand même c'est un peu cruel. Et on s'est aperçu que là-bas, le programme, en fait, à 5 ans, t'apprends à lire l'anglais, t'apprends à faire des additions, t'apprends à faire des soustractions, et tu commences les multiplications. Et on s'est dit, wow, à 5 ans, elle parle pas anglais, elle doit faire tout ça, alors que nous, en France, c'est à 6 ans que tu apprends à lire, et tu commences les multiplications à fin de ta 7e année, fin de CE1, début de CE2, et on s'est dit, mais pourquoi les enfants anglais ils seraient plus forts en maths que les autres? Et là, on s'est intéressé à l'éducation et au système éducatif alternatif. Donc on s'est dit, ouais, en Finlande, les enfants, en fait, ils sont en mode crèche jusqu'à 7 ans. Ils font pas du tout de scolarité mathématiques, français et ainsi de suite. Ils font pas du tout de scolarité comme nous on le connaît avant 7-8 ans. Et pourtant, c'est un des meilleurs niveaux européens d'éducation. Et du coup, on s'est dit, pourquoi? Et en fait, les enfants ont plus, jouent en vrai, jouent et apprennent par eux. Au bout de, quand t'as 7 ans et que t'as passé ta vie à jouer, il y a un moment où tu te dis, bon, on va peut-être faire autre chose, effectivement. Et du coup, ils apprennent beaucoup plus vite et ils sont intéressés par ce qu'ils font parce que leur cerveau doit être plus mature aussi. Et du coup, on s'est intéressé à ça. On s'est dit, c'est quand même bizarre qu'en France, on t'impose à lire à 6 ans, en Angleterre à 5 ans, et puis en Finlande, c'est à partir de 8 ans que tu apprends à lire. Et là, on s'est dit, c'est c'est la société qui veut forcément que il y a des programmes et il faut respecter et du coup, il faut rentrer dans des cases. Il y a un enfant effectivement qui va être plus précoce, savoir lire à 5 ans, et dans d'autres, ça va prendre plus de temps et être à 7 ans. Sauf qu'en France, si tu sais pas lire à la fin de ton CP, t'es rapidement mis dans la case des gens qui sont en difficulté. Et si tu sais lire avant 5 ans, t'es rapidement mis dans la case aujourd'hui typique du HPI ou ce genre de choses. Et c'est quand même ultra, de mettre des étiquettes sur les enfants, c'est quelque chose qui me chagrine. Et du coup, on se dit, bon voilà, il doit y avoir d'autres systèmes. Quand on est parti en Irlande, on s'est dit, pire, on part un an, on part 6 mois en Irlande, 6 mois au Portugal, et on va voir ce que ça donne. Et si ça se passe pas bien, voilà, ils auront loupé leur année de grande section et de petite section. En soi, faire des dessins, c'est bon, ils peuvent le faire à la maison. Pas beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Et puis, on est parti 6 mois en Irlande, et l'instruction se fait naturellement de la langue anglaise avec l'accent irlandais, en jouant tous les jours au parc de jeux avec les enfants, en nous voyant, enfin en nous entendant parler en anglais. Ils ont rapidement compris que tout le monde ne parlait pas la même langue, que pour se faire comprendre, il fallait dialoguer différemment. Donc tout est venu de là, et on se dit, en vrai, c'est peut-être ça aussi, c'est ultra important qu'ils apprennent des choses plus essentielles de la vie que la lecture non évidemment, mais que certaines choses qu'on peut apprendre à l'école. Et après, il s'est passé aussi un autre truc, c'est que avant que je parte de cette vie nomade, l'école dans laquelle étaient mes enfants m'a demandé de faire une petite vidéo de l'école. Alors, je pensais que comme j'étais dans l'informatique, je maîtrisais tout ce qui était électronique, et du coup, ils se sont dit, tiens, on va demander au papa d'Agathe et Achille de nous faire une petite vidéo. Et j'ai fait une vidéo, pendant 3 jours, je suis allé filmer les enfants. Et en vrai, j'ai été choqué, parce que ce qui se passe pendant une journée à l'école, ça représente 1 heure d'activité dans la journée, vraiment. Mais pour être vrai, c'est pendant 3 jours, ce que j'ai vu, c'était il y a 25 gamins, quand ils arrivent, il faut qu'ils aillent aux toilettes. Après, il faut qu'ils se lavent les mains. Après, on va sortir les activités, mais on va splitter le groupe en deux. Il y en a une qui va faire une activité sportive, et puis l'autre, on va leur lire une histoire. Et en vrai, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup plus de temps de jeu dehors. Voilà, c'était aussi la fin de l'année scolaire, donc un peu plus de relâche, je pense. Mais en vrai, les activités purement, ça se représentait en 1 heure, quoi. Et je me suis dit, mais en 1 heure, nous, on travaille 2 fois, 3 fois plus. Quand c'est le mercredi, on va faire des activités. En vrai, ils travaillent plus chez nous, quoi. Travailler, dans le sens où, pour eux, c'est du jeu. Et du coup, on s'est dit,
en vrai, je pense pas qu'on fasse le mauvais choix parce que euh, au niveau où ils sont, hein, à 4-6 ans, ça c'est différent dans les autres classes, mais au niveau où ils sont, il y a peu d'enjeux en vrai. Jusqu'à 6 ans, il y a vraiment peu d'enjeux. Donc c'est pour ça qu'on est parti en Irlande. Et le unschooling, aujourd'hui, donc on est en total, enfin, pas vraiment en total unschooling. On va les guider en fait. Ils ont un petit calendrier, ils ont des étiquettes. Donc il y a des étiquettes d'activité, il y a des étiquettes de lecture, il y a des étiquettes et c'est les enfants qui placent ce qu'ils veulent faire quand ils veulent le faire sur le planning. Il y a aussi des temps d'écran, il y a aussi des temps de jeu, il y a des sorties. Et du coup, c'est eux qui gèrent leur planning matin, soir, et on organise tous ensemble en début de semaine, enfin le dimanche, on s'organise pour que toute la semaine soit un petit peu mappée pour nous gérer une routine par semaine, mais une routine qui est modulable, qui va jouer en fonction de la météo, c'est-à-dire que si le mardi il pleut, ben on va pas mettre la sortie le mardi, on va plutôt la mettre au mercredi. Alors, et on s'organise, on voit ensemble tous les quatre. On essaie justement de coller des gommettes, de se dire voilà, on sépare la journée entre matin, midi, après-midi et soirée. Et comme ça, on est sur 4 temps dans la journée où ils choisissent de faire ce qu'ils veulent. Et c'est eux qui vont coller automatiquement. Bah là, le matin, j'ai envie de faire activité ou ils voient dessin animé. Bon bah voilà, ils savent, et ils sont contents de faire l'activité ou de faire les activités. Ça nous permet aussi de contrôler un petit peu ce temps d'écran qui devient de plus en plus important quand ils grandissent. Dans cette vie aussi de voilà où on est 24/24 ensemble, on a besoin nous, Adeline et moi, de travailler. Donc des fois, on serait tenté de se laisser euh, tenté par la télé justement en disant bah regardez la télé pendant ce temps-là nous on va bosser pendant 2 heures à fond puis après on s'occupe de vous entre guillemets et comme il n'y a pas l'étiquette de l'écran dans la journée ils vont pas le réclamer alors que si on n'avait pas ce calendrier bah, souvent c'était on peut avoir les dessins animés ou on peut jouer aux jeux vidéo et du coup c'est frustrant de toujours dire non en tant que parent on évite de dire non justement grâce à ce calendrier ça permet de les cantonner de les formater un petit peu en se disant bah voilà ils savent ce qu'ils vont faire dans la journée et c'est toujours modulable. Hein. S'ils se lèvent le matin et qu'ils préfèrent faire l'activité qu'ils avaient mis le matin l'après-midi, bah on change les étiquettes. C'est toujours envisageable. Mais ils ont un nombre limité euh, d'étiquettes d'écran, d'étiquettes de jeux vidéo, par exemple. Et c'est eux qui vont les coller dans le planning. Et il y en a 3, et ils vont pas pouvoir en coller 4 parce qu'il y en a que 3 dans la semaine. Donc c'est eux qui gèrent leur planning. Et ça c'est ultra intéressant. C'est génial. C'est ultra intéressant. C'est génial ce système. Franchement, je trouve ça canon parce qu'ils commencent du coup à travailler sur leur autonomie, sur leur organisation. Et c'est vrai que pour les parents, c'est vrai que cette question d'écran qui fait que évoluer en plus avec le temps, Oui, c'est oui. génial parce qu'au moins, voilà, c'est réglo. Ouais, c'est top. Bah on a découvert ça. Enfin, on a initié ça parce qu'en fait, Achille est un petit garçon qui adore Mario et il pouvait passer beaucoup de temps sur Mario. Et il y a un moment, on s'est dit, quand il nous l'a réclamé tous les jours, là, on s'est dit, il y a un problème parce que on lui dit non de plus en plus souvent, forcément. Et et c'était assez drôle la première fois, on a mis ce planning. Il s'est dit demain matin, je vais mettre bah, les écrans. Demain après-midi, je vais mettre les écrans. Et demain soir, je vais mettre les écrans. À nous, forcément, on a vu ça. On a dit, OK, bon, ça va être très difficile pour nous, mais on va le laisser faire. Et sa sœur qui arrive derrière, elle fait, ah mais non, mais si tu mets ça, c'est pas possible parce que du coup là, ça veut dire que cette journée-là, on n'aura pas les écrans et du coup on pourra pas avoir les dessins animés. Et si on mettait un peu d'activité, et on n'a rien dit, tout s'est fait tout seul et ils ont eu leur réflexion d'eux-mêmes et voilà, on a souri derrière, on était content déjà que sa grande sœur arrive à le faire un peu réfléchir à ce niveau-là, au niveau de gestion du temps. Et aujourd'hui, il sait exactement quand il peut jouer à Mario, quand il peut regarder les dessins animés et plus jamais il vient nous demander s'il peut voir la télé ou pas. Il va de lui-même voir le petit calendrier et se dire ah oui non je dois faire une activité, qu'est-ce que je peux faire? Ok je vais faire ça. Et c'est génial, en vrai c'est génial. C'est trop bien. Bah, tu vois, je note l'idée pour les 3 mois de vacances scolaires qui nous attendent à partir de Oui, oui. vendredi. Et c'est une super idée. Franchement, chapeau parce que c'est top. Enfin, j'avais jamais Et entendu parler de ça. si tu en veux un autre, il y a aussi le petit côté où justement il y a forcément des trous dans notre planning. Et du coup, quand il y a un trou, on a une boîte avec plein d'étiquettes dedans et il pioche une étiquette et c'est une activité à faire. Donc ça peut être tout ou rien en fait. Hein. Ça peut être
j'ai pas vraiment d'exemple, mais ça peut être faire de la corde à sauter, ça peut être faire une balade en vélo, ça peut être aller faire un câlin à papa, aller faire un bisou à maman, plein d'activités qui leur, en vrai, ça peut paraître débile pour nos parents, mais ça leur fait oublier qu'ils s'ennuient. En vrai, c'est quand ils s'ennuient qu'ils vont chercher cette idée. Et puis de là vient un bisou à maman, on discute. Ah bah tiens, regarde, il y a ça à faire. Hop, et c'est parti. Ils ont oublié qu'ils se sont ennuyés en fait. Et Mmh. ça, c'est génial pour relancer une dynamique. Et ça peut paraître stupide en le disant forcément. Je me rends compte que oui, effectivement, c'est Ouais, mais on va pas non, mais parce occuper un qu'après, enfant faut se avec un mettre aussi à bisou, la voilà. hauteur, faut se mettre à la hauteur des petits aussi. Oui, oui, c'est ça. Donc, Mais juste ça, ça permet de se dire parce que forcément, dans la journée, on entend, je sais pas quoi faire, comme tout enfant, mais on arrive toujours à trouver, voilà, une activité. ouais, c'est top, c'est top. Et vous, quand est-ce que vous trouvez du temps? Vous travaillez combien d'heures par jour si tu arrives à faire quelque chose de régulier? Euh, alors, je travaille en moyenne 5 heures par jour, principalement le matin. Donc, moi, je suis quelqu'un du soir, donc je me lève généralement, il est 9h, 9h30, en même temps que les enfants. C'est pas moi qui me lève, c'est les enfants qui me réveillent. Et le matin, c'est petit déj ensemble pendant une demi-heure, et après, je me mets à bosser jusqu'à 13h à peu près. 13h, on mange. L'après-midi, on fait des activités. On sort. Enfin, voilà, on fait plein de choses. Mmh. Là, c'est vraiment temps ensemble. Et puis vient le moment du repas du soir. Et en soirée, je retravaille pendant 2 heures à peu près. D'accord. Des fois, Oui, ça donc m'arrive de traîner aussi. tu travailles J'ai un beaucoup rythme alors. normal. Oui, oui, j'ai un rythme où je fais et je travaille du lundi au dimanche. Donc c'est aussi, il y a des jours où je m'octroie des pauses, évidemment. Il y a des jours où je travaille plus que d'autres. Mais oui, je travaille comme n'importe quelle personne qui aurait une société de 9h à 18h. Je quantifie ce travail à ce niveau-là. Après, j'ai la chance d'avoir un métier passion où c'est pas une contrainte pour moi de travailler. Mmh. Donc j'ai vraiment cette chance d'avoir choisi le bon métier jeune et de me dire voilà, quand j'allume mon ordi, je suis content je vois même pas ça comme un travail. Je suis content de passer du temps sur l'ordinateur. J'ai l'impression de jouer. Donc c'est aussi notre Ça, c'est top, dynamique. quoi. Ça, c'est top. Ouais. Et Adeline, quant à elle, elle est plutôt alors, c'est un peu nouveau cette activité puisque quand on est parti en Irlande, elle faisait sa formation de rédactrice web et elle a terminé. Donc, elle avait un rythme quand on est parti en février là au Portugal, elle avait un rythme assez soutenu où elle avait beaucoup de clients. Et puis, en fait, elle s'apercevait que elle profitait pas du Portugal. Elle travaillait beaucoup trop. Euh, et on s'est rendu compte rapidement que c'était pas ce rythme-là qu'elle voulait et du coup elle a décidé de réduire un petit peu son temps de travail, donc elle travaille beaucoup moins mais elle va plutôt travailler elle plutôt du matin, donc elle va se lever assez tôt, enfin 7 heures, c'est très tôt pour moi. Elle va se lever à 7 heures et travailler jusqu'à 9 heures le temps que les enfants se réveillent. Donc ça lui fait déjà 2 heures de travail par jour, ce qui est pas mal. Mmh. Plus, si elle a besoin de retravailler le soir, elle peut retravailler. Et aussi, encore une fois, on n'a pas une vie de routine, on sait s'adapter. Donc si elle a besoin de travailler une après-midi, il n'y a aucun souci. Je prends les enfants et je vais à la plage ou je vais ailleurs tout seul, pas de problème. Et elle va rester à travailler. Voilà. Mmh. C'est comme ça que ça se goupille, mais elle travaille un peu moins que moi, évidemment. En contrepartie, c'est elle qui s'occupe principalement de l'instruction le matin sur les activités, si c'est des activités ou les temps de lecture avec Agathe. Ça va être elle qui va s'occuper de ça. D'accord. Ouais, donc c'est bien calé votre orga pour que vous ayez tous vos temps à Oui, vous, oui, quoi. on a même des temps solo pour profiter, Mmh. puisque nous, nos temps solo, c'est que du travail. Donc, Adeline et moi, il y a un moment, on s'est dit, c'est bien, mais on profite pas chacun, individuellement. Et du coup, il y a aussi, on va dire une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines quand on peut pas, une journée où on est tout seul, on fait ce qu'on veut. Donc c'est-à-dire que Adeline, elle adore la rando, elle va aller se faire une rando de 10 km en sac à dos, toute seule. Elle part le matin, elle revient le soir. Et c'est moi qui gère les enfants et le travail, la journée. Et inversement, c'est pareil, moi je suis un passionné de drone, de photographie, de vidéo. Et du coup, dans nos voyages, c'est parfait parce que ça me permet de shooter des belles choses. Et du coup, je pars une journée comme ça
Donc ça permet d'avoir vraiment des temps, puisqu'il faut pas oublier que les enfants, on les a 24 sur 24, ça peut être prenant. C'est pas tous les jours facile. La vie n'est pas rose, mais on aurait les mêmes soucis à la maison de toute façon. Donc ouais, donc voilà, Ouais, c'est bien calé, mais c'est vrai c'est important il faut. d'arriver à tout combiner, des temps en famille, ensemble, solo, le travail. C'est quand même toujours un sacré jeu d'équilibre, en fait, finalement. Oui, oui, oui. Alors, je voulais juste qu'on fasse un petit. J'ai encore pas mal de questions, mais le temps tourne. Je voulais quand même juste faire un petit aparté, en fait, sur vos animaux, parce que c'est quand même assez rare de voyager. Alors, les chiens, bon, c'est plus courant, mais voyager Oui. en camping-car avec des chats, ça va quand même un petit peu interpeller. Si tu peux nous expliquer comment vous vous organisez? Alors, bon, il est arrivé une triste nouvelle justement là quand on est revenu du Portugal, c'est que on a un chat malheureusement qui a disparu. Mince. Et c'est Figaro du coup qui est malheureusement sorti du camping-car. C'est un chat qui est plutôt craintif. Et d'habitude quand ça se passe comme ça, ben, il revient le soir, enfin, le soir la nuit à 3 heures du matin, il revient au pied du camping-car, au roue du camping-car. Et là, on a attendu pendant 8 jours, 8 nuits, et il est jamais revenu. Donc ça, c'est très douloureux. C'est très récent en plus. Voilà, ça fait très mal au cœur. Donc, on relativise entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça, que ça aurait pu très bien arriver à la maison. Que c'est pareil en fait. Hein, il y a des voitures qui passent, Oui. il y a des gens qui passent aussi. C'est pas un chat qui était jeune non plus, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on ne le saura jamais. Heureusement, c'est un chat qui est pucé. Donc, si jamais quelqu'un le retrouve, je pense que chez le veto, rapidement, on aura des nouvelles. Donc oui, c'était déchirant parce que tout s'est super bien passé pendant nos voyages. C'était vraiment, enfin, en plus, on a redécouvert un chat qui était très peureux et un chat qui est devenu un peu nomade du coup, c'est-à-dire qu'il découvrait à chaque endroit les maisons et on le voyait s'épanouir de maison en maison. Donc ça nous a fait vraiment plaisir. Euh, Hormis cet épisode très douloureux. Quant à l'autre chat, Grenade, elle, c'est complètement différent. C'est ce que j'appelle un chat-chien, c'est-à-dire que en camping-car, quand on est en camping-car, on ouvre la porte, elle descend, elle explore. Et elle est toujours autour de nous. En vrai, elle ne bouge jamais. Alors, je rigole encore parce qu'Adeline avait très peur justement de la perdre parce que c'est elle qui est beaucoup plus libre. Et du coup, lui avait acheté un harnais avec une laisse et tout. Je dis, mais jamais de mettre un harnais à Grenade, c'est impossible, elle tiendra pas 5 minutes. Non, effectivement, elle a tenu 3 minutes. Et on a décidé de lui enlever parce que c'était un supplice pour elle. Et en vrai, maintenant, on lui fait confiance. Et elle sait revenir au camping-car. C'est sa maison, quoi. Donc, deux chiens, oui, évidemment, c'est facile parce que des chiens, c'est commun. Des chats, ça dépend encore une fois. Euh, je vais pas dire que c'est fait pour tous les chats, mais nous, on a de la chance avec Grenade, c'est que vraiment, maintenant, je lui ouvre la porte, je sais que de toute façon, elle sera autour du camping-car. Si elle a envie de chasser la nuit, elle va chasser la nuit, mais c'est quand même, elle reviendra quand même pour dormir dans le camping. Donc ça, c'est quand même assez bénéfique. Et quand on est en maison, c'est pareil, hein, elle se fait rapidement à la maison. Euh, Ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand on doit quitter une maison, du coup, forcément, il y a l'étape de vidage du camping-car à l'arrivée et à le remplissage à la fin. Et du coup, quand on ouvre la porte du camping-car pour remettre toutes nos affaires, bah, c'est elle la première qui vient dans le camping-car, qui s'allonge sur le lit des enfants et qui attend en fait qu'on rebouge. Donc ça, c'est quand même assez fou, assez drôle C'est dingue. de se dire que oui, je sors les chiens, par exemple, on va faire une balade avec les chiens, elle va me suivre, elle me suit dans la balade. Donc c'est quand même assez dingue. On a vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. Ouais, c'est vraiment hors du commun quand même de voyager avec un chat. Le seul problème de voyager avec des animaux, je pense que c'est de prendre l'avion. Où on n'a pas envie de leur faire subir ça. Puis le coût aussi, hein, faut pas se leurrer, ça coûte très cher. Du coup, on se cantonne aujourd'hui à bouger en voiture, en camping-car, en Airbnb. Voilà, c'est notre mode enfin voilà, il faut faire de la voiture ou du ferry pour l'Irlande. On a fait du ferry plutôt que l'avion parce que bah voilà, deux chiens, deux chats, un chat maintenant, c'est bah, Ouais, c'est quand même des c'est contraintes en ouais avion, c'est. ouais c'est pas simple. Mm, mm. Ah bah super, c'est chouette. Que vous avez
rencontré depuis que vous êtes partis, voyage, des problèmes, des difficultés, des choses spécifiques qui... Alors, rien de marquant. Des difficultés. Je suis en train de réfléchir. Si tu réfléchis, c'est que c'est rien de marquant. Non, franchement. Bah après, on est plutôt dans l'aspect de positivité qui appelle la positivité. Donc du coup, c'est un peu difficile non. Alors, je vais toucher du bois. On n'est jamais tombé en panne de camping-car. On a eu beaucoup de chance. Je pense pas qu'on a eu d'imprévu plus marquant que ça en un an de voyage. Non. On a toujours réussi bah, le truc le plus embêtant, ça a été de faire nos tests PCR en partant de l'Irlande. Voilà, ça a été pour reprendre le ferry. Ensuite, non, des éléments marquants. Non, j'ai pas eu de difficulté. Non, je pense qu'on n'en a pas eu. Vraiment, Bon, vraiment. ça c'est top. Après, je pense que oui, c'est vraiment une question d'état d'esprit. En fait, tu as des gens qui vont voir les difficultés, quelque chose d'énorme, et puis d'autres, ça va, tu vois, ça va passer parce que tu te dis que tu relativises et tu dis qu'il y a des choses pires ailleurs, quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça. Mais non, j'ai pas d'éléments marquants sur une difficulté rencontrée. Top. Alors maintenant, c'est quoi la suite du voyage? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire prochainement, les pays, etc.? Oui, alors du coup le Portugal c'était un peu le dernier pays qu'on avait anticipé un an à l'avance. Et là on se pose la question de où on va partir. On a agréablement aimé le soleil en hiver, forcément, les chaleurs. Du coup on a décidé en janvier de repartir vers la Grèce donc voilà, on va vers la Grèce et on remontera tranquillement vers la Croatie quand les températures du mois de juin, je pense, se feront sentir. Donc on remontera vers la Croatie pour faire, je pense, un road trip juillet-août dans les pays de l'Est. D'accord. Bon, super. Voilà. Un sacré tour là, du coup. Oui, ça va. Après, en termes de distance, c'est kiff avec le Portugal, j'ai l'impression, de là où on est, en tout cas. C'est à peu près pareil, et on a aussi l'avantage de pouvoir profiter des sports d'hiver en basse saison, qui sont forcément beaucoup moins chers. Donc en janvier, généralement, on s'arrête dans les Alpes pour skier un petit peu. Donc on en profitera, je pense aussi cette année pour faire 1 ou 2 semaines de ski avec les enfants. Super, trop bien. Bah, c'est nickel. Et bah écoute, on va continuer à suivre vos aventures sur les réseaux. Je mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode pour les personnes qui veulent vous contacter, vous suivre et lire aussi C'est gentil. vos aventures sur le blog que j'ai parcouru et qui est très sympa. Donc je mettrai tout ça Merci. dans le site, enfin dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Simon d'avoir répondu à mes questions, c'était hyper intéressant. On manque de temps, tu vois, on a encore dépassé, mais bon, il y a tellement de Oui. choses à dire Je parle il faut beaucoup. prendre le Ça temps. doit être pour ça. C'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup Simon, tu reviens quand tu veux pour nous partager la suite De de ton rien. voyage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, ciao. Je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Cela nous aide beaucoup à gagner en visibilité. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!